Bonjour à tous, chers étudiants. Ce cours s'adresse à mes étudiants de PCSI 3 du lycée Joffre. Je vous avais proposé la fois dernière un tout petit cours d'introduction d'une demi-heure environ sur le personnage donc, de Svetlana Alexievitch. Je vous avais évoqué le contexte dans lequel elle vivait, son enfance, une enfance qui va déterminer cette jeune femme à s'orienter dans un premier temps vers le journalisme. Son père lui-même avait fait 1 an de journalisme avant de s'engager dans l'armée rouge et ça l'a sans doute influencé. Et puis je vous avais parlé bien sûr de cette parole qu'elle entendait autour d'elle, la parole de sa grand-mère notamment, qui l'a traumatisée lorsqu'elle était enfant et orientée vers une quête de vérité sur cette parole féminine notamment, les paroles silencieuses, celles des enfants également, de ceux qu'on n'entend pas dans les discours officiels, dans les livres d'histoire. Et je vous avais montré comment elle était passée, insensiblement mais sûrement, d'une carrière de journaliste à une carrière littéraire, où elle n'a pas renié cette carrière de journalisme, puisqu'elle est le socle à partir de quoi elle bâtit ses romans. Et je vous avais montré dans un dernier temps quels étaient les grands romans et leur thématique générale. Donc c'était une présentation un petit peu globale, bien évidemment. Je vais entrer aujourd'hui dans des choses un petit peu plus détaillées de sa pratique de l'écriture, quel est son projet, comment elle s'y prend. Alors bien évidemment, nous n'allons pas percer le mystère de l'écriture de Svetlana Alexievitch. C'est impossible de savoir exactement, et même elle-même, pour elle-même, elle est un mystère, je pense, de savoir comment un écrivain en arrive à faire les choix de tel ou tel mot, de telle ou telle phrase, etc. Mais elle donne quelques clés de compréhension on va dire, du processus d'écriture qui est le sien. Je trouve ça assez intéressant d'entrer un petit peu dans ce laboratoire de l'écriture pour comprendre mieux le texte que vous avez à travailler cette année. Alors, je vous avais dit que je proposerais dans un premier temps un paragraphe que j'ai intitulé « S'intéresser à l'individu ». C'est le petit 4 du grand 1. Alors, ce chapitre-là, cette sous-partie-là, elle a pour but de vous faire comprendre qu'il y a quelque chose d'assez original dans la démarche d'Alexievitch, c'est de placer l'humain en son centre, mais surtout l'humain au sens individuel du terme. Alors, ça peut sembler être une évidence, ce que je suis en train de vous dire, puisque est-ce que la littérature ne s'intéresse pas toujours à des individus, à des êtres humains? Placer l'humain au centre de tout, ça n'a pas l'air d'être si original que ça, et on voit mal en quoi Svetlana Alexievitch serait radicalement autre en tant qu'elle placerait l'individu au cœur de son projet. Pourtant, je pense qu'il faut, pour comprendre l'idée de ce paragraphe, se rappeler dans quel contexte. On est dans le contexte soviétique. Une telle revendication individualiste ne va pas de soi du tout. Vous vous souvenez que dans la société communiste, c'est le commun qui domine. On ne peut pas comprendre l'originalité de ce travail de Svetlana Alexievitch sans ce contexte-là. Donc je vais développer un petit peu sur cette thématique de l'opposition entre, on va dire, le communisme, le collectivisme et puis la part d'individualité, avant d'entrer vraiment dans l'analyse de ces procédés littéraires. Donc je vous le disais, l'humain est au centre de son travail, ce qu'on pourrait dire après tout de tout écrivain, mais la place de l'individu dans une société de type communiste est très restreinte, si ce n'est quasi inexistante. Durant des décennies qui ont été dominées par le matérialisme historique d'origine marxiste, l'humain est réduit complètement à sa dimension collective. Nous n'existons dans ce système de collectivité que pour et par la collectivité. Et finalement, notre personnalité, notre vie individuelle est complètement noyée dans les rapports sociaux. Donc peut-être faire le lien, moi c'est ce que je ferai l'année prochaine dans le détail avec les étudiants qui monteront, me référer à l'analyse que fait Hannah Arendt du totalitarisme. Ce totalitarisme qu'elle analyse notamment dans un texte qui est vraiment un opus très important sur ce sujet qui s'appelle le système totalitaire, est destructeur, ce totalitarisme, de ce qu'elle appelle la pluralité des hommes. Alors qu'est-ce qu'elle entend par pluralité? Eh bien c'est notamment la pluralité des races, pensez à l'hitlérisme qui veut se débarrasser des tziganes, des juifs, etc. Mais c'est aussi dans le communisme stalinien, donc, qui est une forme de totalitarisme, puisque c'est le stalinisme qui est un totalitarisme chez Arendt, eh bien l'individu n'a plus de vie privée, toute sa vie est organisée par l'État, il ne peut avoir d'opinion politique libre, ni de foi libre,
puisque la doctrine, c'est l'athéisme. Il ne peut pas, par exemple, maintenir une foi dans l'orthodoxie, alors que ça a été une religion qui a été très très dominante en Russie. Il a peu d'espace, bien évidemment, pour s'exprimer, parce que comme il y a un parti unique, il y a aussi une presse unique. Pensez à ce célèbre organe de presse, la Pravda, dont le nom même qui signifie vérité en dit long sur le fait que cette vérité est à trouver dans ce texte-là, dans cet organe de presse-là et nulle part ailleurs. Donc vous êtes dans une dimension complètement doctrinale qui en impose, puisque l'individu n'ose plus s'exprimer, a très très peur et subit véritablement des pressions lorsqu'il ose envisager de le faire. Donc en URSS, on peut considérer que l'individu n'existe pas véritablement. Il n'existe cet individu qu'en tant qu'entité intégrée à la collectivité. Et ça se voit assez nettement dans certains passages de la supplication auxquels je vous renvoie, notamment tous ces passages où on voit des pompiers, des soldats qui vont faire l'effort d'éteindre l'incendie sur la centrale et qui abandonnent complètement leurs femmes, enfants, alors qu'ils avaient des projets et sont prêts à se sacrifier pour la patrie. Et vous voyez à quel point prime dans cette culture-là le devoir à la collectivité, le sacrifice à la patrie. On doit une entière dévotion, un dévouement indéfectible à la cause soviétique, au mépris peut-être de la souffrance intime et de l'existence intime qu'on pourrait avoir. Et ça s'est complètement retourné avec la chute de l'URSS, puisque Svetlana Alexievitch, elle constate aujourd'hui qu'il y a un regain d'intérêt pour la sphère privée, qui avait été complètement occulté par ce collectivisme. Et maintenant, les questions des gens sont davantage recentrées sur le bonheur, la propriété, qui a été longtemps un tabou absolu, l'histoire amoureuse, la vie, la mort, la famille, enfin quelque chose qui nous rattache davantage à une sphère privée qu'à une sphère publique. Et je vous renvoie également, parce que c'est des choses que vous connaissez bien évidemment, au texte de George Orwell, 1984, où l'on voit ce personnage qui subit donc le Big Brother, c'est-à-dire l'incarnation absolue de l'œil de Moscou, l'œil qui voit tout, et qui se loge jusque dans son appartement. Alors, il bénéficie de temps en temps de quelques légères plages de liberté parce qu'il y a un angle mort entre deux caméras dans sa cuisine, mais enfin, vous mesurez à quel point cet œil est partout et empêche à l'individu de s'exprimer en tant que tel. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, Svetlana Alexievitch? Elle va décider d'écouter les individus parce que pour elle, il n'y a que cela. Alors, non pas qu'elle ait un dénigrement à l'endroit de la communauté, pas du tout. Alors d'abord, elle a elle-même participé aux jeunesses communistes lorsqu'elle était jeune femme. Son père était un homme convaincu qui s'est engagé dans l'armée rouge de son propre gré au début de la guerre, qui a suivi la doctrine stalinienne, etc., et qui y a cru jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'elle dit que lorsqu'il s'est fait enterrer, il a voulu être enterré avec sa carte de parti. Donc vous mesurez à quel point on ne peut pas renier comme ça son héritage symbolique. Et elle-même dit qu'il y a beaucoup de choses, bien sûr, qui sont belles à voir, d'entraide et de solidarité dans cette manière de vivre collective. Mais cela s'est fait au détriment du vécu individuel, c'est-à-dire de la souffrance et peut-être aussi d'une narration qui ne se fait plus. On raconte toujours la doctrine officielle, celle qui va dans le sens de l'héroïsme soviétique, et puis on ne va jamais raconter cette histoire individuelle qui brise un petit peu le mythe et qui pourtant a autant de vérité en elle et peut-être davantage bien évidemment que la parole officielle et le mythe officiel. Alors qu'est-ce qu'elle fait pour ça? Elle part d'eux, elle part des individus, elle les fait parler. Elle les fait parler parce qu'elle constate que ces hommes-là, on ne leur laisse jamais la parole. On leur offre jamais la possibilité de s'exprimer sur ces sujets alors qu'ils en sont les principaux acteurs. On leur donne jamais la parole. Je vous avais parlé de ce texte où ce sont les femmes qui racontent la guerre, où ce sont les enfants, les adultes qui étaient enfants pendant le conflit, qui racontent leur Seconde Guerre mondiale. C'est vrai que c'est une parole qui peut sembler complètement anodine, en tout cas qui a été complètement méprisée par les textes, on va dire, d'historiens, jusqu'à partir des années 90, où quand même l'histoire et même le journalisme, il me semble, font des efforts d'intégration quand même du vécu davantage qu'autrefois. Mais disons que ces paroles ne sont pas prises en compte, et parfois même lorsque l'individu avait la possibilité de s'exprimer, il ne le faisait pas par autocensure, par peur, par honte, par
par peut-être sentiment de ne pas être légitime dans sa parole. Pourquoi moi, vieille dame, qui ne suis pas un général ou un haut gradé, j'aurais à parler de la guerre? Donc vous mesurez que même si la parole pouvait être prise, parfois les gens ne la prenaient pas pour des raisons qui étaient d'affect, quoi. J'ai honte, j'ai peur, parce qu'il y a une chape de plomb qui est celle de la censure, et j'ai peur des représailles. Voilà, il y a plein de raisons qui faisaient que cette parole, on n'entendait jamais. Et quel est le risque? Si ces paroles ne sont pas prises en compte par l'histoire, elles finiront par disparaître absolument. Un individu à qui on ne demande jamais rien et qui ne dit jamais rien, il ne laisse pas de traces. Et donc Svetlana Alexievitch, sa démarche, c'est de restituer cette parole, de la restituer, alors partiellement parce qu'elle ne retient pas bien évidemment la masse des interviews qu'elle fait, mais de retenir l'essentiel de cette parole et d'en laisser une trace, cette trace écrite, ça sera son roman lui-même. Alors, je vais essayer de vous rappeler quelques éléments de sa biographie parce que je trouve que c'est intéressant pour comprendre cette démarche qui consiste à s'intéresser à l'individu et à cette parole individuelle. En effet, Svetlana Alexievitch, elle raconte qu'elle a vécu dans un petit village de l'ouest de l'Ukraine. Et dans ce village, les hommes étaient les grands absents. Grands absents parce que le conflit mondial, le second conflit mondial, a tué un homme sur 4 en Ukraine. Donc il y a eu beaucoup de villages qui ont été décimés de leur population masculine. Et ça s'est accentué notamment, on en reparlera ensemble sans doute, avec Tchernobyl, où là cette fois c'est un homme sur 5, non pas qui disparaît, mais qui est irradié, donc qui est potentiellement atteint par l'irradiation, ce qui est bien évidemment énorme. Et donc dans ce village sans hommes, alors sachez que les nazis, lorsqu'ils sont arrivés en Ukraine et en Biélorussie, ont incendié plus de 600 villages, parce qu'il y avait des partisans, je vous en avais parlé la fois dernière, donc il y a eu énormément de villages qui étaient sans hommes ou quasi. Alors, qui gérait les affaires? C'était les femmes. Et ces femmes-là, elles faisaient tout. Elles faisaient le travail du champ, elles assuraient bien sûr l'éducation des enfants, elles étaient aussi un pilier pour les vieillards, parce qu'il pouvait y avoir des hommes qui étaient rentrés, mais dans quel état? C'était des gens qui étaient mutilés, des mutilés de guerre. Il y avait les enfants et il y avait des vieillards, donc il fallait qu'elles s'occupent absolument de tout. Et après leur journée éreintée de travail, eh bien elles s'asseyaient sur des bancs et puis simplement elles discutaient. Et c'est ça qui va finalement être la base à partir de quoi Svetlana Alexievitch travaille, c'est qu'elle a été traumatisée par la parole et les récits qu'elle a entendus de la bouche de ces vieilles dames, sa grand-mère en particulier, avec qui elle a une relation, on va dire, très forte, de complicité immense, et qui d'ailleurs n'était jamais, dit-elle, négative. Elle pouvait autant parler de la souffrance du côté soviétique que du côté allemand, par exemple. Un jeune Allemand qui pleure, eh bien, elle en parle à sa petite fille, elle a beaucoup de compassion, elle a un amour de l'humanité qui l'interpelle. Et puis c'était une femme, dit-elle, qui parlait aussi d'amour, qui racontait la vie qu'elle avait eue avec le grand-père, mort à la guerre, celui-ci, et qui avait de la positivité dans la voix. Donc elle a entendu l'horreur, mais elle a aussi entendu la beauté des grandes, on va dire, notions qui nous habitent, l'amour, la mort, le destin, etc. Son père, donc le père de Svetlana Alexievitch, a également fait la guerre. Il en est rentré et il a vécu encore quelques années avant de décéder. Et c'est cette parole aussi, la parole paternelle, qui a bercé l'enfance d'Alexievitch. Toutes ces histoires racontées par le père, racontées par la grand-mère, ça va la structurer et ça va la déterminer à l'écriture. Pourquoi? Parce que de son propre aveu, elle n'a jamais entendu des histoires aussi dramatiques et aussi belles, mais aussi traumatisantes, je vous le disais. Elle pense qu'elle a trouvé dans ces paroles qui s'échangeaient comme ça, de manière anodine, sur des bancs dans le village, une vérité qu'on ne trouve nulle part ailleurs, ni dans les discours officiels, on s'en doute, mais ni dans les livres, ni même souvent dans la bouche des soldats qui avaient vécu les événements, parce qu'ils avaient encore cet imaginaire structuré par la parole officielle et par la charge héroïque de leur mission. Donc ils avaient encore une parole qui était entravée et qui ne disait pas la vérité de ce qui se jouait. Alors voilà, vous comprenez mieux pourquoi elle s'intéresse à l'individu. D'abord, elle a accès à cette parole, et puis cette parole a été véritablement traumatique. Elle a compris que se jouaient là des histoires très tristes et des histoires empreintes d'une humanité qui était celle à laquelle elle s'est toujours intéressée, quoi. Alors j'en arrive à un petit 5 que j'ai intitulé « Écouter les voix ». Alors c'est une entrée dans la méthode de Svetlana Alexievitch,
Parce que pendant ses études de journalisme, elle a été amenée à écouter des voix, à interroger, à interviewer. On lui a consacré, on lui a donné du temps pour qu'elle se consacre à des entretiens avec les personnes qu'elle interviewait. Le journaliste, vous êtes d'accord, hein, c'est quelqu'un qui recueille une parole, qui fait des entretiens, des interviews. Et il y a quelque chose cependant qui la gêne assez dans cette manière que les journalistes ont de faire et qu'elle a même pratiqué en tant que journaliste, c'est qu'il faut faire ça rapidement. Lorsque un journaliste interroge, alors on a tous peut-être ces représentations un peu clichés, hein, vous m'excusez pour le cliché, mais voilà, je te tends le micro, je capte 3 mots, puis le micro il est passé à côté vers une autre personne, dire que tu n'as pas eu le temps véritablement de t'exprimer et de dire ce que tu en pensais, et dès que tu deviens un peu ennuyeux, on passe à autre chose parce que tu vas faire chuter l'audimat, on veut faire le buzz, donc on veut quelque chose qui soit audible, mais qui soit aussi assez court, assez bref, assez percutant. Elle n'a pas du tout cette politique-là. Elle ose entendre, écouter très longuement. Au point d'ailleurs qu'elle dit que parfois avec ces témoignages, je pense que vous avez vu dans le roman, il y a des témoignages qui sont très très longs, où on sent vraiment qu'elle a pris le temps de rencontrer la personne, que cette personne lui parle très en détail de toute son existence. Et puis il y a par contre des passages qui sont souvent des passages de chorale, où plusieurs individus ont chacun une petite phrase, une petite histoire à raconter, alors qui est elle-même toujours très très dense, mais enfin qui n'est pas largement développée. Et pour recueillir ces éléments très, très longs, il fallait prendre du temps, au moins une journée d'entretien, parfois davantage, et elle dit qu'avec certaines personnes, il a même fallu s'inscrire dans des rapports un peu particuliers. Elle est même devenue amie avec certains de ses interlocuteurs parce que c'était pas une amitié feinte, elle a vraiment noué des liens, mais sans ces liens, jamais elle n'aurait pu peut-être obtenir cette parole si authentique, si vraie, qui ose tout raconter et aller au-delà de l'intime pour le rendre extime, hein, le donner à entendre. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle va partir de ses entretiens. Elle a un magnéto, donc avec des cassettes, hein, comme dans les années 80, et puis un dictaphone. Et elle travaille comme ça. Elle travaille avec son dictaphone, son magnéto. Elle enregistre des heures et des heures de discussion avec des interlocuteurs très très variés. Et ce matériau qui est la base de son travail d'écriture, c'est donc la voix. Les voix. Je pense que c'est important d'insister d'ailleurs sur ce pluriel, les voix, parce qu'il n'y a pas un individu qui a la même manière de raconter les choses que le voisin. Et puis, dans une même voix, il y a des voix. Je pense que vous le mesurez lorsque vous entendez un cours, hein, ne serait-ce que celui-ci, des inflexions différentes, un vibrato à un moment donné, parce qu'on est dans un moment où on a du mal à dire ce qu'on a à dire, où on a peut-être même la voix coupée du fait de l'émotion, de ce qu'on a à dire, où on va être envahi par l'émotion et ne plus pouvoir prononcer 2 mots. Et puis ces moments de ralentissement, d'hésitation, de blanc aussi, qui sont tellement structurants de notre émotivité et qui se donnent à voir cette émotivité dans ces inflexions particulières de la voix. Donc elle écoute tout ça, elle est très très attentive à ces éléments. Et puis comme je vous le disais, des voix, cette dimension chorale, elle est très importante parce qu'il n'y a pas une vérité. Il n'y a que des interprétations, des manières de raconter une vie qui n'appartient qu'à nous, d'où la dimension individuelle dont je vous parlais tout à l'heure. Alors elle écoute pendant de très longues heures. Voici ce qu'elle dit lors d'un entretien. Moi j'écoute. Je me métamorphose de plus en plus en une seule et grande oreille, sans relâche tournée vers l'autre. Voilà, il y a des pubs comme ça, avec des grandes oreilles. Bon, elle est devenue une grande oreille qui écoute, et c'est vrai que je pense que vous le mesurez, ça, elle se fait souvent oublier dans ses bouquins. Alors de temps en temps, il y a un jeu qui parle, qui réinvestit comme ça l'écriture, mais c'est pas Svetlana Alexievitch, elle se pose pas par exemple avec des types de focalisation où le narrateur est omniscient, pas du tout. Elle est là pour écouter la vérité d'un autre et c'est ça qui l'intéresse. Alors de temps en temps elle s'exprime en tant que telle parce qu'elle est aussi un sujet humain et qu'après tout sa voix a aussi une importance, mais on la sent à la disposition, elle se met à la disposition des autres pour les entendre.
Et c'est pour ça qu'elle est profondément littéraire, dit-elle, parce que ce qui l'intéresse, contrairement donc, dit-elle, aux historiens ou aux journalistes, c'est le vécu, c'est le ressenti, c'est le sentiment, toute cette subjectivité de la parole l'intéresse. Et dans un entretien très beau, d'ailleurs, je vous conseille d'aller le voir sur YouTube, qu'elle a accordé à Laure Adler en 2014, c'était un petit peu avant sa consécration par le Nobel. Elle dit quelque chose comme, alors je la cite de mémoire, mais en gros, Laure Adler lui demande qui elle est et quelle est sa fonction, voilà, quelle est sa position. Et elle dit que c'est une question intéressante et qu'elle ne sait pas trop, mais d'abord, elle est une enquêtrice. Donc elle vient écouter, enquêter. Alors l'enquête, c'est une notion qui est très belle et qui vient d'Hérodote, le vieil historien, le fondateur de l'histoire. Disait qu'il avait besoin de son oreille, akoé, qui a donné acoustique, donc le terme grec akoé. Il disait qu'il faisait acte de récepteur d'une parole qui venait de l'extérieur et que c'était comme ça qu'il bâtissait son enquête. Donc elle est enquêtrice presque au sens, on va dire, étymologique du terme, puisque le terme historier, on traduit aussi par enquête, d'accord ? Donc l'histoire, c'est essentiellement de l'enquête. Mais elle dit qu'elle est plus que ça, souvent elle devient le confesseur. Elle devient le psychologue, le sociologue, elle a finalement plein de casquettes, et puis elle est d'abord un être humain curieux. Voilà. Elle est un être humain curieux parce qu'elle n'a pas de réponse. Elle dit qu'aucune des grandes questions qu'elle pose sur la vie, la mort, l'amour, la souffrance, etc., n'a chez elle de réponse toute faite. Pour elle, ce sont des mystères absolus, comme il y a un mystère Tchernobyl, dit-elle, il y a un mystère URSS sans doute, il y a un mystère sur la souffrance humaine, sur le sens de notre existence. Et elle n'a pas les réponses à ces questions, alors elle pose des questions. Et elle pose des questions avec cette certitude que la vérité se construit à partir de la multiplicité des voix qui s'expriment. Il n'y a pas une vérité, il n'y a pas quelqu'un qui, là, va s'exprimer et sera un témoignage qui aura plus de vrai que tel autre. Chacun y va de son propre vécu et chaque vécu a sa part intime de vérité. Chaque homme, chaque femme avec qui elle s'entretient a vécu sa part de la guerre, a vécu sa part de Tchernobyl, et il va raconter ça avec ses mots. Ça aussi c'est très beau, je trouve, parce que je pense que vous allez le sentir, vous l'avez senti à la lecture de la supplication. Il y a des styles littéraires qui sont très très différents. Vous avez parfois des paroles qui sont très châtiées, de gens qui en gros ont fait de longues études, sont des universitaires, qui savent y faire avec le discours. Et puis vous avez des gens, ils ne sont pas allés à l'école, ils sont simples soldats ou paysans, mais ils ont quelque chose à dire. Et ils vont le dire. Et ils vont le dire peut-être avec une naïveté ou une spontanéité plus grande que celui qui a la maîtrise du discours et qui fait attention à ce qu'il dit, si bien que va s'y révéler quelque chose d'absolument authentique. Donc chacun a ses mots pour le dire. Ça c'est très beau aussi, cette variété de manières de dire une seule et même vérité finalement, parce que elle est insaisissable en tant que telle, cette vérité. Donc on ne pourra jamais qu'en saisir des aspects par l'interprétation ou par une manière particulière de dire la chose. Voilà, ça c'est quelque chose que je trouve très très précieux dans ce texte et en tant que lecteur, cette diversité est vraiment très belle à découvrir. Donc ce quotidien, vous le voyez, vécu par les uns et les autres et qu'elle entend, n'est pas moins essentiel qu'un beau récit d'historien. Et d'ailleurs, elle ne dénigre pas, rappelez-vous, ce travail de l'historien ou du journaliste, mais elle fait autre chose. Alors, elle s'attache tout particulièrement à une parole qui pourrait sembler un peu inessentielle, puisque quand elle va vers les gens et qu'elle commence à parler avec eux, c'est pas frontal, elle parle pas, elle pose pas les questions. Qu'est-ce que vous pensez de la guerre d'Afghanistan? Comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous étiez dans la zone interdite autour de Tchernobyl, etc., etc. Elle n'est pas là-dedans, parce que c'est pas comme ça que la vérité se dévoile. Elle va parler de tout et de rien. De ce qu'on va manger là, parce que quand elle arrive, on est en train de faire la popote, de la coupe de cheveux, du gamin sur la photo de famille, de la musique qu'on écoute. Il y a la radio, il y a des chansons populaires, la vieille elle chantonne et elle en dit quelque chose, et puis elle en dit quelque chose parce que ça fait écho à des choses qu'elle aime, et petit à petit elle va obvier vers des choses qui sont ce vers quoi bien évidemment Alexievitch est orientée. Elle veut savoir une vérité sur des faits aussi. Mais ce qu'elle appelle cette histoire de cuisine, elle dit que elle fait une histoire de cuisine, elle est dans les cuisines.
dit beaucoup du vécu et délivre, il me semble, une authenticité qui est absolument fabuleuse. C'est-à-dire que la guerre, cette fois, est un vécu authentique. Donc ça peut être voilà, des blagues, vous avez énormément de blagues d'humour noir d'ailleurs terribles dans La Supplication, c'est-à-dire qu'ils arrivent encore à faire de l'humour en parlant de la douleur de leur corps, de leur cancer, de leur irradiation, de leur incapacité à faire des gosses normaux, enfin bref. Et puis ça danse, et puis les enfants jouent, alors bon, ils jouent à la mort, mais enfin ils jouent, voilà, c'est le quotidien le plus prosaïque. Et c'est de ça dont il est question, c'est de ça dont elle parle. Dans une journée d'entretien, il y a d'abord, et elle le dit souvent, une parole qui pendant quelques heures risque d'être convenue. Cette parole convenue, c'est une parole autocensurée, où on dit ce qu'il faut dire, parce qu'on a très très peur de la chape de plomb étatique, hein, donc on dit comme la doctrine nous dit de dire, le discours commun, officiel, etc. On dit ce que le village dit, ce que le corps de métier dit. Alors nous, si on est pompier, on a une parole de pompier. Voilà. Si on est intellectuel, on a une parole intellectuelle. Et puis à un moment donné, tout ça, ça va se briser. Et ça va briser parce qu'on a eu la patience d'aller au-delà de ces 2-3 heures où il ne se passe rien, ou pas grand-chose, parce qu'on se planque derrière un discours qui a été uniformisé de l'extérieur. À partir de ces banalités qui sont celles du lieu commun, véhiculé soit par la doctrine, soit par le milieu dans lequel on vit, il y a bien évidemment des éléments qui font faille. Et ça l'intéresse, c'est-à-dire que la parole autocensurée, elle peut à un moment donné vaciller. Et là, on va passer à autre chose. Elle raconte également que très souvent, durant les premiers temps de ses entretiens, elle est un peu agressée. Elle est un peu agressée parce qu'on ne sait pas ce qu'elle vient faire là. Est-ce qu'elle est une sorte de vampire venant se repaître du sang et de la douleur des autres? Est-ce qu'elle fait son fonds de commerce sur l'horreur? Donc elle a besoin, comme ça, en voyeuriste, un peu malsain, pulsion scopique, j'ai besoin de voir du sang, de l'horreur, etc. Et c'est à partir de là que je vais bâtir des choses. On peut l'agresser un peu, lui demander mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous voulez que je parle? Moi j'ai pas envie de parler d'abord, et puis à quoi ça vous sert? Ça sert à rien la littérature, voilà. C'est-à-dire qu'elle peut être aussi agressée par quelqu'un qui refuse de lui parler, et parfois ce refus de parler a été définitif, c'est-à-dire qu'elle n'a pas pu parler avec cette personne, il a fallu qu'elle se rabatte vers quelqu'un d'autre qui lui laissait un peu la porte ouverte, quoi. Donc vous voyez, c'est pas évident d'entrer en communication avec l'autre, il n'a pas comme ça balancé tout de suite sa vérité à quelqu'un qu'il ne connaît pas, donc il fallait entrer dans une espèce de rapport de confiance. Alors elle dit que ça a été beaucoup plus facile à partir du moment où elle avait fait paraître ses 2 premiers livres sur les femmes et les enfants, parce que les Russes sont très très attentifs à ce qu'ils appellent la littérature honnête. L'expression est d'elle, hein, j'invente pas. Donc les Russes ont une expression qui désigne le fait qu'un auteur soit un auteur honnête, c'est-à-dire qu'il ne soit pas là pour dire autre chose que la vérité, qu'il ait une vraie quête authentique de vérité et de réalité. Et donc elle se revendique elle-même, hein, de cette quête-là. Donc elle est honnête, alors ça lui ouvre des portes. À partir des cercueils de zinc, par exemple, qui est son 3e grand opus, là, les auteurs la connaissent, elle est lue, donc on lui ouvre un peu plus facilement la porte de la maison et on se confie davantage à elle. Voici ce qu'elle dit de sa manière d'interviewer, notamment sur le dernier texte, La fin de l'homme rouge, qui portait sur la chute du socialisme. Je pose des questions non sur le socialisme, mais sur l'amour, la jalousie, l'enfance, la vieillesse, sur la musique, les danses, les coupes de cheveux, sur les milliers de détails d'une vie qui a disparu. C'est la seule façon d'insérer la catastrophe dans un cadre familier et d'essayer de raconter quelque chose, de deviner quelque chose. Donc vous voyez, voilà, elle entre chez quelqu'un et puis elle commente les photos de famille, ce qu'elle voit sur le mur, la coupe de cheveux, la chanson, la recette de cuisine qu'on est en train de faire. Et petit à petit, les paroles changent de nature. Au lieu de parler des choses extérieures, les personnes se mettent à parler d'elles-mêmes et de cette voie d'intimité, de ce qu'elles ressentent, de ce qu'elles ont vécu, de leur expérience. Elle écrit aussi ceci: « Je reste longtemps dans la demeure inconnue, parfois une journée entière. » En fait, la réalité, c'est qu'elle pouvait rester plusieurs jours chez une même personne. Bon, je ferme la parenthèse. Nous prenons le thé, comparons nos chemisiers achetés récemment, parlons de coiffure et recettes de cuisine, parlons ensemble des photographies des petits-enfants. Et alors seulement,
au bout de quelque temps, on ne sait jamais à l'avance ni combien ni pourquoi, survient soudain l'instant tant attendu, où la personne s'éloigne du modèle communément admis, modèle de plâtre ou de béton armé comme sont nos monuments, pour retourner vers soi, en soi, commencer à évoquer non plus la guerre mais sa propre jeunesse, tout un pan de sa vie. Il faut savoir saisir cet instant, ne pas le laisser s'échapper. Alors, je vais faire une distinction notionnelle que j'ai trouvée dans un des entretiens d'Alexievitch qui est, à mon avis, assez éclairante. Elle oppose deux types de paroles. La parole qu'elle appelle diurne, donc la parole du jour, diurne, et la parole nocturne. Alors qu'est-ce que c'est que la parole diurne? Chez elle, c'est une parole donc officielle, rationnelle, doctrinale ou sociale. Donc c'est celle qui est vraiment charpentée, bâtie autour de la nécessité de dire les choses comme il faut les dire. Et puis, il y a une parole nocturne. Cette parole nocturne, elle est beaucoup plus personnelle, elle fait moins attention à la forme, elle est plus émotionnelle, passionnelle, c'est la parole amoureuse par exemple. Elle dit souvent que dans l'amour, on a un autre type de parole que dans la vie courante, lorsqu'on est au milieu de ses concitoyens et qu'on a un rôle social à jouer. Ça peut être également, et c'est très présent dans le texte que nous avons à travailler cette année, la parole de souffrance. Dans la souffrance, on se révèle. Dans la souffrance, on revit. Lorsqu'on parle de sa souffrance, on revit sa souffrance. On peut s'effondrer de parler de ce dont on a souffert. Et donc à ce moment-là, on laisse vraiment entrer l'émotion dans l'histoire. Donc sa mission, si vous voulez, si elle s'est donnée une mission, c'est sans doute d'enregistrer ces voix nocturnes, celles qui ne se disent jamais, qui sont les grandes absentes de l'histoire, et de les rendre diurnes, en les réécrivant, les synthétisant, les révélant par le prisme de la littérature. Elle les fait sortir du silence, du confidentiel et de l'intime. Et donc on passe à ce que j'ai appelé tout à l'heure l'extime, qui est littéralement le contraire de l'intime, c'est-à-dire que cette parole, elle est révélée. Alors, quand elle entend donc toute une journée d'entretien, qu'est-ce qu'elle fait? On peut imaginer qu'elle ne va pas tout retenir des entretiens. Donc je vais aborder un sixième point que j'ai intitulé « Composition de l'œuvre à partir des entretiens ». Composition de l'œuvre à partir des entretiens, où on va voir que de cette matière première, elle va faire quelque chose et on va essayer d'identifier quels sont, on va dire, les grands procédés par lesquels elle passe. Pour cette collecte de témoignages, elle prend un temps infini. Par exemple, pour la supplication, c'est plus de 3 ans de déplacement et d'interview. 3 ans, c'est pas le temps de l'écriture, c'est simplement le temps de collecte, de recueil de témoignages. Il en a fallu 4 pour son travail sur l'Afghanistan, le cercueil des zincs, et il en a fallu 7 pour le travail sur la guerre de 40 en URSS, la guerre n'a pas un visage de femme, etc. Donc, elle a accordé, cette femme, à peu près 15 ans de sa vie à l'écriture de ces textes, ne serait-ce que par la nécessité d'entendre et d'écouter et de recueillir donc ce matériau très volumineux. Alors dans un premier temps, qu'est-ce qu'elle fait? Elle écoute les bandes et elle met par écrit, elle note tout ce qu'elle a entendu. Donc elle a des pages et des pages voilà, elle retranscrit, en fait, de retranscription pure et simple de ce qui a été collecté sur son magnéto. Après, elle se met à trier, à sélectionner et à réorganiser. Voilà, ça se fera en plusieurs temps. Toutes les choses qui se sont dites pendant les entretiens ne vont pas être retenues et parfois elle en retient très très peu. Elle raconte souvent que de 50 pages de retranscription, par exemple, elle peut retenir une demi-page. Parfois une page, bon. Mais il y a un vrai travail de condensation. Elle écume tout ça parce que tout n'est pas dense, tout n'est pas intéressant. Et puis, je vous avais dit que cette mise en situation de confiance présupposait de parler de tout et de rien, et c'est pas forcément des éléments qu'elle va tous restituer, parce que bon, c'est pas tout à fait le but de son travail. Elle va choisir des histoires d'abord. C'est-à-dire que parmi la masse des histoires et des entretiens qu'elle reçoit, il y a des entretiens qui ont plus ou moins en eux-mêmes déjà de pouvoir, de force. Et elle va retenir ceux dont elle va faire la charpente de son ouvrage. Donc elle dit qu'elle est comme dans une symphonie où un artiste, un musicien, composerait quelques thèmes récurrents. Vous savez d'ailleurs que dans une symphonie, il y a des thèmes qu'on va réinterpréter, qui vont être relancés ponctuellement par des instruments différents, dans des tonalités différentes, mais on a
le retour du même thème. Donc les thèmes sont les éléments de structure comme des espèces de piliers d'une architecture, donc les piliers de son roman, ceux qui vont faire tenir tout l'ensemble. Et cette symphonie, donc, elle a des thèmes principaux, et ces thèmes principaux sont donnés à entendre soit par des solistes, et là vous avez énormément de récits dans le texte de la supplication qui sont en effet le fait d'un interview dont on sent que c'est un individu en particulier qui s'est mis à parler, ou alors d'un chœur. Et là vous avez, c'est assez drôle parce qu'on voit tous ces noms en hitch, de consonances biélorusses, russes, etc., qui sont les uns et les autres posés parce que l'individu compte, on ne met pas chœur. On met le nom de chacun des individus qui composent ce chœur. Et puis, chacun va produire un énoncé, ou deux énoncés, ou quelques énoncés à l'intérieur de ce chapitre, où s'entremêlent des voix différentes, parce que sans doute que ces voix-là, elles se font écho, parce qu'elles disent à peu près la même réalité sous des angles différents, mais qu'il y a quelque chose qui les réunit, soit de manière thématique, soit de manière, on va dire, dramatique. Elle les associe, ces éléments, parce qu'elle est très influencée par la culture grecque. La Grèce antique a inventé la parole libre, la démocratie, c'est ce qu'on a travaillé ensemble cette année, notamment avec Aristophane. Et vous vous souvenez que dans le théâtre d'Aristophane, comme dans tout théâtre grec de l'époque d'ailleurs, il y a le chœur. Ce chœur, c'est une voix collective, de raison, etc. Et puis, il y a des individus qui sortent du chœur, qui parlent au nom du chœur. Donc ça, c'est le choreute ou le coryphée qui sort du cadre. Et puis, il y a des personnages différents. Donc, nous, on avait le plafaglonien, etc., le charcutier, bon, qui, eux, incarnent une posture qui peut sembler individuelle, mais qui, en fait, est un type de comportement. C'est finalement assez archétypique, tout ça. Donc, vous avez plusieurs places dans ce théâtre, mais on ne néglige pas la collectivité et le chœur. On ne néglige pas non plus l'individualité et la singularité. Il y a de la place pour tout le monde. Et donc là aussi, dans cette structuration du texte que vous avez à travailler cette année, vous allez voir ce va-et-vient permanent entre d'un côté le chœur et de l'autre des individus qui ont à prendre la parole pour eux-mêmes. Cette mosaïque de récits a des couleurs différentes, un peu comme la mosaïque elle-même est faite de petits éléments de couleurs qui vont créer un tout harmonieux. Et c'est pour cela que lorsqu'elle a reçu, Svetlana Alexievitch, le prix Nobel de littérature en 2015, le jury a relevé que cette œuvre était polyphonique, et c'est vrai que c'est très très juste l'emploi de ce terme musical pour désigner l'œuvre d'Alexievitch. Le jury a même noté que c'était une sorte de mémorial de la souffrance et du courage à notre époque, à travers donc la diversité des voix qui sont entendues. Donc vous voyez, le repère est musical essentiellement ici. Ceux qui racontent, ceux qu'elle écoute, est-ce qu'ils ne sont que des témoins? On peut se poser la question. Elle les considère comme des acteurs. Et donc finalement, indirectement un peu comme des écrivains. Pourquoi? Parce qu'ils recueillent, elle recueille des versions très très différentes, chacun à sa manière de dire, chacun a sa version propre. Alors bien sûr, elle fait travail d'écrivain parce qu'elle entrecroise ces éléments entre eux. Et ça donne au lecteur le sentiment d'être placé au plus près de l'événement tout en n'ayant jamais de vérité figée sur cet événement. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant en tant que lectrice, c'est que cette multiplication des points de vue fait qu'à la fin, il n'y a pas une vérité figée qui se dégage. Elle n'est pas là pour nous endoctriner, Alexievitch, et nous dire voilà ce qu'est la vérité de Tchernobyl, voilà ce qu'est la vérité de la guerre en Afghanistan. On sort de cette lecture avec plus de questions en tête qu'on a de réponses, mais on se sent conscientisé lorsqu'on sort de cette lecture, parce qu'il y a eu un vrai travail de mise en évidence des vraies questions qui peuvent se poser. Donc vous voyez que c'est quelqu'un qui compose, mais c'est quelqu'un aussi qui a un vrai art de faire penser. Je trouve que c'est une littérature de ce point de vue-là, de composition tout à fait particulière, puisque elle a un côté philosophique, et c'est vrai qu'après tout, bon, on a le texte de Nietzsche, très beau, gai savoir, cette année au programme, mais est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que cette œuvre est tout autant philosophique que littéraire? Enfin, moi, je suis assez tentée de le voir ainsi. Je finirai ce cours par un petit rappel de la manière dont elle retient tel ou tel discours plutôt que tel autre.
Je vous ai dit que pour composer ses œuvres, elle partait toujours d'éléments très épars qu'elle collectait et qu'elle montait, un peu comme on monte un film à partir d'éléments de kilomètres de roche. Comment elle s'y prend? Alors, je ne vais pas vous donner de clés, je ne l'ai pas. Mais elle fonctionne un peu, dit-elle, comme un psychanalyste qui, écoutant le discours de l'autre, l'écouterait avec ce qu'on appelle une écoute flottante. C'est-à-dire qu'elle écoute, mais elle écoute d'une voix. Bon. Et cette écoute flottante, à un moment donné, elle en sort. Elle en sort parce qu'on lui a donné une formule, un énoncé, qui l'a sorti de cette écoute flottante parce que c'était un énoncé plus fort, un énoncé choc, un énoncé qui touchait sa propre subjectivité ou son inconscient. C'est exactement ce qui se passe dans l'analyste. Il écoute pendant un certain temps le flux de paroles de son patient, mais à un moment donné, il va s'arrêter sur un énoncé. Cet énoncé l'a fait sortir de cette écoute flottante-là, parce que cet énoncé a fait vibrer son propre inconscient, a parlé à son propre inconscient. Il a entendu qu'il y avait quelque chose qui méritait interprétation, qui incitait à interprétation. Ça peut être un lapsus, quelque chose de poétique, un non-dit, un blanc, une hésitation, enfin bref, quelque chose qui à un moment donné a fait faille à l'intérieur de ce discours. Elle fonctionne un peu comme ça. Un peu comme la psychanalyste, elle va noter d'ailleurs aussi. Elle travaille avec, je vous l'avais dit, son magnéto, et puis elle a un calepin. Et sur ce calepin, elle note pas tout, parce que c'est le magnéto qui note tout. Par contre, elle note ce sur quoi elle tilte. Et elle laisse sa propre subjectivité d'être humain réagir à telle ou telle sollicitation du discours de l'autre. Donc, au détour de choses banales sur la vie, eh bien, elle capte une phrase qui est chargée de sens, qui fait écho en elle, et elle donne un exemple que je trouve assez joli dans un de ses entretiens. Mais souvent, dit-elle, après une longue journée emplie de paroles et de faits, nous vous reste en mémoire qu'une seule phrase. Mais quelle phrase? Et elle en donne un exemple. J'étais si petite quand je suis partie au front que j'ai grandi pendant la guerre. Voilà une phrase qui l'interpelle et à partir de quoi elle sait qu'elle va être inspirée, elle va bâtir. Cette phrase, dit-elle, c'est cette phrase que je note dans mon carnet, bien que j'ai enregistré des dizaines de mètres de bande sur mon magnétophone, 4 à 5 cassettes. Donc il y a 4 à 5 cassettes et une phrase. Et cette phrase est l'élément qui va donner lieu à un travail de composition et d'écriture, parce que ça lui donne le là en quelque sorte. Donc elle va choisir des extraits. Et moi j'ai été très impressionnée, je pense que c'est peut-être votre cas aussi, par le premier texte de la supplication. Et là je suis en train de lire le second, enfin le second, c'est pas le second, enfin c'est le second livre que je lis d'elle, parce que j'ai lu des extraits d'un autre et pour l'instant je suis dans la fin de l'Homme Rouge. Et ce texte-là, lui aussi, est travaillé par une ouverture, un texte d'ouverture qui est sidérant. Et je pense que là aussi, il y a un vrai travail d'écriture, soigner le choix de l'histoire qui sera racontée en ouverture, sont des ouvertures très impressionnantes, je trouve. Une fois qu'elle a trouvé cette orientation de l'ouverture, eh bien, ça donne sa tonalité à tout l'ensemble du roman. Et elle dit elle-même que souvent, cette unité de sa symphonie, elle la trouve dans le titre. Et dans le titre des parties, dit-elle, se jouent des choses très très importantes. Ce sont des titres un peu déroutants, un peu étonnants, mais qui ont toute leur importance. Et j'espère que vous aurez de l'intérêt pour ces titres et que vous aurez la curiosité de les interpréter. Voilà, je m'arrête pour aujourd'hui. Je vous avais promis un petit set sur sens et métaphysique. Je pense vous consacrer une 3e séance, pour le dire simplement, parce que je vois que je suis un peu longue en fait dans mon exposé. Cette séance à venir, donc, je traiterai le petit set du grand temps, sens et métaphysique, et puis je vous proposerai le début de mon grand 2, chanceux que vous êtes, ce que je réservais en principe à mes étudiants de première année, mais enfin bon, on est ensemble et c'est très bien, puisque j'ai un petit peu de temps, je le prends. Je vous proposerai une petite introduction au texte de la supplication cette fois, donc par-delà l'œuvre générale de l'auteur, on va un peu cibler sur le contexte d'écriture, les problèmes qu'elle a rencontrés sur l'écriture de ce texte en particulier. Je vous remercie de votre écoute. Bon courage pour vos révisions et je vous retrouve dans une semaine à peu près. À bientôt.